Vendredi 17 octobre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour États-Unis 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est un descripteur analyste anglophone ainsi que francophone. Il aime ça que je le précise. Il est avant tout un pilote pour nos amis de la team FSR dans la division élite. J'étais pas sûr. François Boulet, comment ça va? What's up, y'all? Oh, le langage vient de changer. Ben là, c'est texan un peu, là, Mais mais ça va bien. Ben ouais, c'est ça. Je fais les commentaires en anglais. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à me démarquer, a priori. Mais j'ai commencé en français, mais quand on a vu que je parlais anglais, on m'a dit, ah tiens, toi, on a un travail pour toi. Donc, ça va bien, Martin. C'est Grand Prix des États-Unis, grosse fin de semaine, toujours quelque chose de super intéressant. Donc, une belle fin de semaine en perspective. Puis c'est vendredi, il fait beau. Donc, je vais pas jouer les rabat-joie. Ah, tu sais, moi, ça va pas ouais. très bien. La routine, quoi. Mais je pensais que tu allais y aller d'un IA. Mais là, c'est vrai Ah, que trop tard. c'est plus L'année prochaine. d'actualité. C'est plus d'actualité aujourd'hui. Le langage texan est plus comme tu as fait. What's Mhm. up, y'all? Yeah. What's up, y'all? Top guys, c'est ça, mais c'est un week-end super intéressant pour la Formule 1, mais aussi pour nous. Je trouve Mhm. qu'on va en venir un peu plus tard. On va passer par l'actualité et tout ce qu'on fait d'habitude. Bien sûr, on change pas les formules gagnantes. Nos auditeurs aiment beaucoup cet épisode du vendredi avec notre volet actualité, le premier bloc. Puis après ça, on s'en va dans le Grand Prix actuel. On va quand même parler des caractéristiques du circuit. Mais j'ai envie de dire que c'est un circuit qui s'est implanté dans l'histoire de la Formule 1. Tu sais, ça date juste depuis Mhm. 2012. Mais je trouve que c'est très... j'ai- je trouve que ça a l'air d'un circuit classique. Tu sais, on a les Ouais, c'est clôtures, on rapidement a devenu un classique, ouais. c'est ça, exactement. Puis c'est pas, on n'a pas décidé d'aller aménager ça dans une ville, dans une rue. C'est vraiment un vrai circuit de course. C'est vraiment ça sent la course automobile quand tu vas là. Puis d'ailleurs, c'est un circuit qui est utilisé pour d'autres séries. Mhm. Je l'ai vu, je pense que c'est toi qui avais attiré mon attention dans les dernières saisons. À un moment donné, il y avait une course de NASCAR, là. Ouais. Jenson Button avait piloté une voiture. Je sais pas si c'était la saison dernière ou l'autre d'avant. En tout cas, il me semble que c'est avec toi que j'avais discuté de ça. Puis j'avais trouvé ça Mhm. quand même intéressant de voir les stock cars sur le circuit d'Austin. Donc, ça montre que c'est un bon circuit de course automobile. Il y a aussi du MotoGP et ces choses-là sur ce tracé-là. Donc, bien sûr, on va parler d'actualité. On va mettre la table pour le week-end de course. Avant de faire ça, mais je vais rappeler à nos auditeurs que cette opportunité-là d'avoir des podcasts gratuits, de nous donner la chance de pouvoir discuter à chaque week-end de ces fameuses courses-là, eh bien, on pourrait pas faire ça sans la part de nos commanditaires, Descœurs Incorporés, qui sont des spécialistes dans la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel. Donc, si vous êtes un peu manuel, puis vous êtes capable de faire des choses vous-même, mais vous pouvez quand même faire affaire avec des cœurs pour vous procurer le bon matériel. Et si jamais vous avez besoin de faire affaire à leur service, ben, c'est un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et les nuits ont commencé à être chaudes à Québec, à être froides plutôt, plutôt que chaudes. Ça dépend du système que vous Je me employez. demandais de quoi, Oh, qu'est-ce qui se passait avec toi? il y en a qui dorment Montréal. la fenêtre Mhm. ouverte. Non, non, mais je sais pas pour ton bord, mais oui, ça commence à se refroidir. On s'en va du mauvais côté. Il y en a qui aiment l'hiver, mais j'aime un peu moins ça. Mais ça prend des bons systèmes de chauffage, puis surtout, ça prend des systèmes qui nous permettent d'économiser sur nos factures d'électricité. Eh bien, Sharp, un manufacturier international, est capable de vous offrir ça par l'entremise de leur distributeur au Québec, qui est Norrois CVC, donc un service 5 étoiles qu'ils vont vous offrir, que ce soit pour le support technique ou le soutien après tout ça, ou même pour sélectionner ce que vous avez besoin chez vous pour être sûr d'avoir le bon système. Donc, faites affaire avec Norrois CVC qui vont vous proposer la machinerie Sharp. Dans l'actualité, François, il y a eu beaucoup de dossiers. Il y en a un qui est réglé finalement. On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Je suis content que, même ça m'a fait rire parce que dans ma chronique à CNV, là, tous Ouais. les jeudis matins, dès 8h05 sur CNV Radio, le titre qu'ils ont marqué, ils ont marqué un Mercedes règle un dossier F1 podcast. Puis là, j'ai trouvé ça drôle. Oh, cool. Ouais, c'est quasiment rendu un dossier F1 podcast, celui Tout à de fait. George Russell et Kimi Antonelli. On en a tellement parlé. Eh bien, il est réglé. On savait que ça allait arriver. Ça a juste pris plus de temps que prévu. Du côté de George Russell, ça a accroché un peu. Du côté d'Antonelli, je le sais pas. Je sais pas ce qu'on attendait. Est-ce qu'on voulait vraiment voir des meilleures performances de sa part? Est-ce qu'on avait vraiment un doute? Je trouve que c'était un peu, ça serait
ça serait un peu irréaliste d'avoir lancé un jeune dans la gueule du loup comme ça, puis Mhm. ne pas lui donner plus qu'une saison. Quoi qu'on l'a déjà vu, mais on n'a pas vu ça chez Mercedes. Donc, je pense que Mercedes était bien conscient de la situation, que c'était quand même, oui, c'est un prodige, Antonelli, mais il fallait lui donner du temps de se développer. Pourquoi on l'a pas, excuse-moi, pourquoi on l'a pas renouvelé plus tôt que ça? J'imagine qu'on voulait pas, on voulait faire les choses dans le bon ordre, puis pas nécessairement signer Antonelli avant Russell. On voulait régler les deux en même temps. C'est ma perception de la chose. De ton côté, je sais, comme tu dis, on s'est déjà prononcé là-dessus. De ton côté, le fait que ça a été plus long, penses-tu qu'Antonelli c'était déjà réglé, il était pas nécessairement en évaluation, mais qu'on voulait surtout pas devancer les choses puis donner un contrat aux plus jeunes pilotes avant de régler George Russell, là. Ben, c'est sûr que ça aurait pu être insultant pour Russell d'avoir Antonelli réglé avant. Je sais Mhm. pas, tu sais, on peut que spéculer là-dessus. En même temps, on sait pas si tu sais, Antonelli, il est comme un bon début de saison, là, ça s'est moins bien passé dans le milieu, là, ça s'en va dans une pente ascendante. Donc, est-ce qu'il était encore en évaluation, comme tu as dit, ou pas? Ça, on ne le sait pas. Donc, on peut présumer peut-être un peu des deux. Oui. Mais c'est sûr que les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes là, d'un bord ou de l'autre. Non. Antonelli, c'est juste que c'est la projection d'avoir un pilote qui est en développement, qui risque de rapporter gros à long terme. Donc, Mercedes, là, ça va pour l'instant parce que le marché était plus fermé un peu. Mais si le marché s'ouvre, il n'y a rien, tu sais, il y a rien qui empêche une autre équipe d'aller aller chercher Antonelli peut-être là, à Ah, court ben oui. terme. Là, ça, on pourra en parler avec le temps. Moi, j'ai toujours eu l'option, vu qu'il est italien, que Ferrari pourrait aller le chercher à un moment donné. Puis vu qu'on ne sait pas les termes de son contrat, non plus ceux-là de George Russell, j'ai l'impression qu'Antonelli, probablement, qu'il a signé pour 1 an. En tout cas, c'est mon impression, puis qu'on ne sait pas ce qui va se passer après 2026, qui va laisser l'opportunité à d'autres et peut-être même à lui d'aller voir ailleurs. Mais je pense que on voulait sécuriser les droits sur Antonelli. Fait que ça, c'est sûr qu'on a toujours des années d'option, on voulait pas le perdre. J'ai l'impression que c'était déjà fait, mais qu'on voulait pas créer une fausse. Un Piastri 2, mettons. Ouais, oui, mais c'est le faire voler, mais je pense qu'en même temps, c'est pour ça que j'ai l'impression que côté contractuel, on était tout en ordre du côté de Mercedes, qu'on n'aurait pas laissé ça aller justement à une étape comme qu'on a vu justement dans le cas de Alpine, McLaren qui était capable de leur soutirer Piastri. C'est pour ça qu'on voulait renouveler, mais je veux dire, la raison qu'on a tardé pour l'annonce, c'est on voulait pas créer une perception d'une fausse hiérarchie, là, tu sais, de dire comme, mettons, ah, ben c'est plus vraiment Russell le numéro un. Je pense pas que c'est ça. Ou notre Mhm. priorité, c'est vraiment Antonelli, puis on se fout un peu de Russell. Je pense qu'on a voulu éviter ça. On est quand même bon là, dans la gestion de ces choses-là du côté de Mercedes. Même d'ailleurs, j'ai l'impression que dans d'autres écuries, avoir deux pilotes, pas de contrat pendant aussi longtemps que ça aurait probablement créé de plus grosses controverses ou suscité plus d'attention. J'ai l'impression que Mercedes, on a réussi à naviguer à travers tout ça quand même très, très bien. Russell en disait pas trop, il s'est vidé un peu le cœur après le Grand Prix du Canada. Il y avait eu une victoire. Donc à Mhm. ce moment-là, il se sentait dans une bonne situation pour faire ça. Là, il a gagné la dernière course. Peut-être qu'on voulait pas justement du côté de Mercedes, lui a redonné l'opportunité de recommencer à dire, ben, moi, je gagne des courses, je fais mon possible. Fait que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on règle. Là, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a réglé contractuellement. On veut pas vraiment se prononcer sur la longévité de ce contrat-là. On dit multi-saison, Mhm. même si on confirme seulement le duo pour 2026. Moi, ce que je lis en ligne, c'est qu'on a vraiment des années d'options en poche. Chez Mercedes, on aime ça faire ça. C'est ce qu'on voulait avoir, de dire, on vous donne une année certaine, vous l'avez avec nous. Puis l'année d'après, c'est nous autres qui se réservent le droit de soit vous re-signer avec une année d'option ou on vous laisse aller. C'est même ce qu'on avait réussi à négocier et donner à Lewis Hamilton. Donc, j'imagine qu'on n'a pas voulu céder pour un duo Antonelli-Russell. Du côté de George, par exemple, ce qu'on travaillait plus fort, c'est de dire, je sais ce que vous voulez faire. Tout le monde est pas mal au courant que votre Mhm. plan, votre plan, c'est d'aller chercher Verstappen si cette occasion-là se présente. Vous voulez garder une porte ouverte. Ben moi, en même temps, vous voulez pas me donner de longévité à mon contrat, ben je veux plus d'argent. Il y avait des sommes qui avaient été avancées de 30 millions de dollars. Est-ce qu'il l'a eu? Ben moi, j'ai de la misère à dire qu'il l'a pas eu parce qu'il a cédé pour la longévité du contrat. Donc, il a décidé de dire, ben, moi, c'est pas grave si vous me donnez pas du terme plusieurs saisons. Normalement, ce qu'on voit dans d'autres sports, c'est à ce moment-là, ben, vous allez me payer en conséquence. Moi, j'ai pas de certitude, j'ai pas de sécurité d'emploi, mais vous allez me donner un bon montant. Fait que moi, je vais au moins sécuriser mon côté financier. Mes finances vont être au moins assurées. C'est de même que je le vois qu'on est allé à 30 millions. C'est quand même 23 millions qu'il a fait la saison dernière, George Russell, un salaire fixe de 15
plus les Mhm. bonus. Il est allé quand même jusqu'à 23 millions. J'imagine qu'il va faire dans ces eaux-là cette saison parce que il fait très, très bien, là. Il remporte des résultats, remporte des courses. Donc, à ce moment-là, il risque de faire plus que ça. Donc, ça serait normal d'envisager, d'anticiper que 2026, la prochaine saison, sera une saison aux alentours de 30 millions côté monétaire. Ben, George Russell performe à un niveau en ce moment qui, je crois, vaut ces 30 millions-là. Tu Mhm. te rappelles, quand on parlait, je disais, ah, ben, il n'y a rien qui empêcherait George Russell d'aller dans une écurie comme Cadillac à l'époque où on ne savait pas où les Oui, pilotes oui, étaient. C'est sûr que c'était pas nécessairement l'option performante, mais tu sais, pour l'argent en tant que tel, puis je disais, son prix serait peut-être de 30 millions. Là, c'est drôle. C'est peut-être ça qu'il fait avec peut-être. Mercedes pour être dans Exact. l'écurie qui est potentiellement la plus, ben, en tout cas, à date qu'on prévoit comme étant très performante l'année prochaine pour ce qui est de Mercedes, et là, on ne connaît pas les termes du contrat, puis ça, j'ai trouvé ça super drôle lorsqu'on lui a posé la question à George Russell. La longueur, ce qu'ils ont comme dit en Comment long anglais, le le contrat? size, Ouais. mettons, tu sais, la grosseur ou la longueur de ton contrat, dans 52 pages. Donc, il a voulu détourner ça, c'était bien drôle, mais Ouais. on ne sait pas c'est qui a l'option sur l'année suivante. Est-ce que c'est Mercedes, est-ce que c'est Russell? Parce qu'il parle en anglais multi-year deal, donc tu dis multi-saison. Si ça va pas bien pour Mercedes l'année prochaine, eh bien, est-ce que c'est George Russell qui a ce levier-là? Toi, tu avances plus que ce serait peut-être plus Ouais. Mercedes, là. Ouais, dans le Puis je pense que concept. tu as Ouais. raison là, là-dessus. Mais mettons que si c'était dans le cas inverse, ben, ça pourrait permettre à certains pilotes de justement avoir un an puis se dire ben l'écurie qui est dans le champ, moi je reste pas avec et je vais aller vendre mes services à une écurie plus performante. Donc j'ai C'est hâte de ce voir que. quand est-ce qu'on va savoir ça, là, vraiment ces détails-là. Exact. Des fois, ça finit par couler entre les branches, Ouais, ces choses-là. Mais c'est ce qu'on. On est très réticent à donner ça en F1, la possibilité que le pilote peut aller où ce qu'il veut. Tu sais, on l'a vu avec Verstappen, Verstappen, ouais, il y a il ça, l'a eu, ouais. mais il l'avait à partir de la saison 2025, donc cette année. Donc, on lui a pas donné tout de suite dans sa carrière. C'est qu'on a dit à un certain moment, tu auras fait tes galons et tu auras le droit de te libérer de ton Mhm. contrat. C'était même pas, dans le fond, c'était, oui, il aurait eu le droit de se libérer à la fin de 2025. Finalement, les clauses n'ont pas été rencontrées, il pouvait pas le faire. Il pourra peut-être le faire l'année prochaine. Mais on a vu dès le début, là, il pouvait pas faire ça nécessairement en 2022 ou 2023. Et du côté du reste de la Formule 1, ben, on a, Lewis Hamilton a ça. Lui, il a réussi à avoir ça chez Ferrari, de dire, il y a une année d'option sur mon contrat et c'est moi qui peux décider de la prendre ou de pas la prendre. C'est ce que toi, tu es habitué de voir au basketball, d'ailleurs. Là. Les joueurs de basket ont ce Ben, fou. ceux qui ont ce poids-là, là, tu sais, Exact. ils Les sont LeBron très James. peu, là. Ouais. Ouais, c'est Mhm. ça. Steph Curry, LeBron James, Lewis Hamilton, Max Verstappen. Le problème de Mercedes, je crois, c'est l'histoire de Verstappen, parce que tu as deux bons pilotes en ce moment chez Mercedes. Qu'est-ce qui arrive si tu vas chercher Verstappen? Inexorablement, il faut que tu te débarrasses de l'un des deux. Est-ce que tu te débarrasses de ton pilote qui performe à un niveau très fort, qui est au sommet de sa forme, à l'âge qu'on appelle, on va dire, au sommet on va dire Son de sa art. performance, Mhm. de son art en tant que George Russell, ou un pilote qui va potentiellement t'apporter beaucoup de championnats ou beaucoup de performances à long terme en Kimi Antonelli. Ils pourront pas avoir les trois, là. Donc, Non. c'est ça qu'ils ont ça en arrière de la tête, puis ça risque de créer des situations là, un peu houleuses là, dans l'avenir. En terminant, là, vite, vite, pour le 30 Oui, millions, George Russell est parmi les 5 meilleurs pilotes de la F1 présentement. oh oui, C'est ça. tout à Est-ce fait. qu'il est parmi les 3 meilleurs pilotes présentement? Euh, Attends un peu. Non, non, Pas loin. On non, s'entend? pas loin. Top Ouais. 5 oui. Top 3 non. Top 3, c'est à discuter. C'est ça. C'est pas, Ouais, toi, c'est c'est ça. Ben, pas un tu oui sais, c'est assuré. c'est ça. Ben, on va mettre Mhm. Verstappen. Est-ce qu'on met Hamilton dans le lot? On pourrait Présentement, je dire peux que, pas. tu sais, Ouais. présentement, non, mais mettons, un gars comme Alonso est toujours considéré. Là, il y a Piastri, il y a Norris. Tu sais, regarde, de toute façon, c'est subjectif, là, un Moi, peu. je pense que George est dans les 3 meilleurs. C'est pour ça que je te dis, c'est correct que présentement, c'est pour En ça que ce moment, oui, peut-être. ouais, Peut-être, en je ce dirais le moment. troisième meilleur, ouais. Fait que c'est pour ça De ce qu'à qui 30 livre, là. millions, je trouve que quand tu vois des Il les gars quand. commande. Ouais, exactement. Il n'y a pas de petit championnat pour aller chercher les bonus puis aller jusqu'à 60, 70 comme Ouais. un Max Verstappen. Sauf que présentement, dans le peloton, là, si tu donnes le choix, là, si on fait un repêchage, là, Mhm. il va être repêché très tôt. Là. Une fois que Verstappen va être sorti, que Piastri va être sorti, je serais pas surpris que ça soit Russell le T'as troisième. Du moins, raison, c'est vrai. je suis en train de te donner mon jeu si jamais on fait un pool, là. On avait Mais, commencé ça, là. Il va oui. falloir poursuivre ça C'est ça, mais l'année prochaine. George est pas loin sur ma liste, disons que c'est le temps de repêcher. Euh, Autre dossier qui a attiré l'attention, ben, bien sûr la signature. Je vais en parler un petit peu parce que je trouve ça intéressant.
on en parle là, depuis quelques années. J'essaie de l'expliquer beaucoup à F1 Podcast parce que c'est quelque chose, je trouve, qui a pris une grosse emprise sur le sport de la F1. C'est la répartition du temps de développement. Ce qu'on fait normalement dans la plage, c'est qu'on fait une évaluation le 1er janvier, donc au début de l'année. On prend le classement de l'année antérieure et on sépare le temps de développement à chaque équipe. On favorise les équipes qui ont moins bien fait, donc la dernière équipe, et on pénalise la meilleure équipe. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Bah, il y a plusieurs arguments à avoir là-dessus. Il y en a qui disent oui, non, on nivelle par le bas, sauf qu'on est forcé d'admettre que niveau spectacle, ça aide le peloton à rester serré. On a vu justement une écurie il y a quelques années, McLaren, partir du mauvais pied, utiliser ce temps de développement-là à bon escient et être capable d'aller gagner 2 championnats des constructeurs par la suite. Donc ça fonctionne, on n'a pas le choix de le dire. Mhm. Là, par exemple, j'avais une inquiétude. Les nouveaux groupes motopropulseurs qui arrivent en 2026, on l'a par expérience, François, tu as connu ça toi aussi. Ce que ça Mhm. fait normalement lorsqu'on arrive avec des nouveaux groupes motopropulseurs, c'est qu'on en a qui réussissent très bien, puis on en a qui réussissent pas pantoute. Ça Oh crée oui. un gros écart. Moi, c'est vraiment mon inquiétude depuis qu'on parle de cette réforme-là. Autant que ça nous excite de voir de la nouveauté et de l'évolution, il y a toujours cette crainte-là, ce problème-là qui vient avec ça. Et la FIA s'est attardée à ça au cours du week-end. On a décidé de gérer l'ADUO, l'ADUO. On pourrait la changer en français, là, l'ADUO, mais en gros, c'est le temps additionnel de développement et d'amélioration et les opportunités d'amélioration. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'ajuster pour les manufacturiers automobiles, les manufacturiers de groupes motopropulseurs plutôt. Ce qu'on veut faire, c'est leur donner une chance de se reprendre si on a mal fait. Ça ne sera pas des améliorations pour construire des meilleures voitures. Donc, ça ne va pas aider Red Bull à développer son aéro. Même chose pour Ferrari, Audi ou ces choses-là. Ce que ça va aider, c'est que si jamais il y a une grosse disparité en début de saison, le moteur, on va prendre par exemple que le moteur Honda, on prend un exemple comme ça, Mhm. performe moins bien. Mais on va ajuster le tir. On laissera pas une période de 6 mois avant de dire, ah ben, vous avez mal fait pendant les 6 premiers mois. Là, maintenant, vous avez plus de temps de développement. On veut pas faire ça parce qu'à l'intérieur de ce 6 mois-là, il peut se passer beaucoup de choses, puis on pourrait créer un retard qui serait pas, on pourrait pas le regagner après. Donc, on veut essayer d'instaurer des trimestres. Après quelques courses, après 8 courses la saison, on peut vérifier. Ah, OK, vous autres, vous avez un déficit moteur, on vous laisse un peu plus de temps pour développer, pour trouver des solutions pour dire d'une certaine façon, réintégrer ou rattraper le peloton ou ceux qui ont mieux fait au début. Je pense pas qu'on va réussir à tout régler avec ça, mais j'aime le fait qu'on se laisse une porte de sortie pour empêcher qu'on ait des écuries qui soient complètement larguées parce qu'ils ont juste pas le bon moteur. On pourrait quasiment appeler ça la règle ou la réforme Renault parce que dans les dernières saisons, c'est ce qui est arrivé à Mhm. Renault. On pouvait pas travailler sur notre moteur. On avait le gel pour tous les compagnies. Puis nous, ben, on était gelé, mais avec un moteur qu'on dit 15% moins rapide ou 15 chevaux de moins, peu importe les versions qu'on entend. On était gelé avec ça, on pouvait pas rien faire. On demandait, puis il y a personne qui disait oui, on voulait pas nous laisser aller. Là, on a déjà prévu la clause du côté de la FIA pour dire on ne sera pas à avoir à être obligé de faire le tour des 10 écuries, demander une permission, on va le faire avant que ça commence. Puis on a réussi à avoir ça. Moi, de mon côté, je salue ça. Je suis pas super content, parce que je me dis d'une certaine façon, c'est plate. Si tu as bien fait, tu devrais être capable de t'en tirer. Mais au niveau spectacle, Mhm. si on veut vraiment conserver, on va dire, il y en a 11 écuries l'année prochaine. Donc, si on veut vraiment conserver 11 écuries qui sont capables de se faire justice, on n'a pas le choix d'aller dans une règle comme ça. Et je trouve ça le fun qu'on a eu cette flexibilité-là chez les 11 écuries, parce que j'imagine que Cadillac a eu son droit à dire, qu'on a eu l'ouverture d'esprit de dire oui, on va se protéger pour que le spectacle reste intéressant et que la compétition reste à un niveau relevé, là. Ouais, ben, je peux pas être plus en accord avec ce que tu dis parce que simplement au nom d'une parité et d'une saine compétition et du spectacle qu'on va avoir, je trouve que c'est une bonne décision. Parce que oui, comme tu le dis, on le vit avec Renault. On a vu quand Mercedes est arrivé à l'hybridation, il y avait vraiment une longueur d'avance sur tout le monde. Il y en a qui en ont souffert. Donc, pour nous, en tant que consommateurs de bonnes courses, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est peut-être plus plate pour ceux qui ont mieux fait leur devoir, mais tu sais, on est rendu à une époque de F1 où on veut cette parité-là et on veut égaliser les forces en présence. Donc, moi aussi, je salue cette décision-là. Je ne sais pas exactement si on a le délai de ça. Tu dis, est-ce que c'est juste la première année ou ça J'imagine, va se poursuivre un peu? Ou... c'est une excellente question. C'est sûr que c'est confirmé que 2026, on va l'avoir en place. Est-ce qu'on va le maintenir OK. pour 2027? J'imagine qu'il va falloir repasser au vote parce que OK. je trouve que c'est bon le point que t'emmènes parce que on trouve ça acceptable parce que c'est une année de transition. Mais c'est vrai qu'en 2027, si tu continues de favoriser ceux qui font moins bien les moteurs au 2028, on pourrait commencer à dire, ben là, si vous êtes pas Ouais. capable, passez votre tour ou faites autre chose. Ça, je comprends ce côté-là. Pour la première saison, c'est que si on veut surtout être capable
de donner des petits coups de main à des personnes qui partiraient vraiment du mauvais pied. Puis c'est le fun là, de dire que pour les 3 premiers mois, c'est comme ça. Après ça, on voit qu'il y a un déficit, on aide un peu l'écurie, mais on va rajouter pendant 3 mois. Donc la valve, elle sera pas ouverte si longtemps que ça. Là. Tu vas avoir plus de temps, il va falloir que tu trouves des solutions, il va falloir que tu trouves ça rapidement parce que on va te réajuster ça après. Quand ça fera un an que tu as plus de temps que n'importe qui, à un moment, on va dire, voilà, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, on va réajuster. Mais en tout cas, je trouve ça le fun, Mhm. cette alternative-là, comment on va la gérer, puis est-ce qu'on va finir par se brûler avec ça? Parce que, tu sais, on en parlait avant de rentrer, avant de commencer à enregistrer, puis je t'ai dit, Mhm. c'est un peu quasiment jouer à Dieu, ce qu'on essaie de faire, c'est, on veut juger un peu ce qui se passe, puis la compétition, puis donner des opportunités à un versus à l'autre, puis espérer que ça donne au bout de la ligne quelque chose d'égal et un bon spectacle, sauf que c'est des pouvoirs, là, c'est quoi, c'est dans Spider-Man qui disent qu'avec des grands pouvoirs, Grand bien, pouvoir, grande responsabilité, ouais. exactement, je pense Mais qu'on sait. ça donne la chance à ceux qui sont déjà plus performants d'encore mieux performer aussi. Exactement, exactement. C'est ça. Fait que c'est d'un bord ou de l'autre aussi. Ça n'empêche pas les écuries qui font bien, vont quand même garder leur temps. Là. On va pas, c'est juste qu'on va aider les autres qui font moins bien, mais ça va pas nécessairement empêcher les autres de continuer à progresser puis toutes ces choses-là. Fait que, non, c'est une bonne nouvelle. Hmm. Autre grosse nouvelle pour le sport de la Formule 1, je dis bien de la F1 parce que nous autres au Canada, ça nous concerne pas. Je vois des gens qui partagent la nouvelle puis qui ils ont l'impression que c'est une grosse transformation. Oui, c'est une transformation pour le sport, mais pour l'instant, ça nous touche pas. C'est cette fameuse signature-là avec Apple TV. Ça coule depuis longtemps là, que ça s'en vient, que c'est une négociation. ESPN avait annoncé qu'on renouvellerait pas notre contrat, mais ça, c'est des droits de diffusion seulement aux États-Unis. Ça fonctionne comme ça maintenant dans le sport, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a vu, une grosse entreprise comme la WWE, la lutte, on a décidé de faire une entente avec Netflix. Ça, c'était nos droits internationaux. Ce qui est aux États-Unis, on a vendu ça à part. La UFC vient de faire la même chose dernièrement. Ils ont les mêmes propriétaires que la WWE, soit TKO. Eux autres ont décidé de dire on va vendre nos droits aux États-Unis. C'est Paramount qui a acheté ça, mais ça vient pas changer nos ententes qu'on a avec Sportsnet au Canada. Pas encore, du moins. Ça ouvre la porte de dire on a cette ouverture-là d'aller avec des plateformes qu'on pourrait dire non traditionnelles, mais même s'ils s'en viennent de plus en plus traditionnelles, là, ces fameuses plateformes de télédiffusion-là, de streaming qu'on appelle en anglais. Mhm. Et donc, c'est des nouveaux joueurs, c'est des joueurs qui ont énormément d'argent, c'est des joueurs qui peuvent offrir aussi une présentation différente, mais ce que ça consiste pour la Formule 1, c'est que tous les abonnés, là, ceux qui sont abonnés F1 TV, dans le fond, c'est que ça va être retiré et vous allez faire affaire avec Apple. Ça vous donne une plus grande diversité parce qu'à la place d'acheter juste votre abonnement de Formule 1, ben avec ça, on va être capable de vous donner des séries télé, des films qu'on a. Justement, on avait produit le film Formule 1 qui va sûrement être disponible sur la plateforme Apple avant tout le monde. Donc, toutes ces choses-là vont être incluses. Est-ce que ça va augmenter votre montant de ce que vous allez devoir payer? Ça reste à voir. Est-ce que ça va faire augmenter le tarif des gens qui sont Apple TV, ils veulent rien savoir de la F1, mais tout d'un coup vont se le faire inclure dans leur forfait? Hmm. J'ai, ça s'en va vers là parce qu'on dit qu'il n'y aura pas de frais additionnels aux gens Apple pour avoir accès à la F1. Dans ce temps-là, on dit ben c'est inclus. Donc, lorsque c'est inclus, le frais est souvent inclus aussi. C'est qu'on vous Mhm. donne pas l'option de le choisir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour le sport de la Formule 1 parce que j'ai fait la blague avec toi, je t'ai dit c'est 700 millions de bonnes raisons là, pour Ouais, la j'adore ça. F1 sur 5 ans. Là. Donc, on va avoir 5 ans pour calculer nos 700 millions puis penser est-ce qu'on a fait une bonne affaire ou pas. Mais je pense qu'au côté monétaire, oui. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a vu ça ici, la MLS. Euh, Ça a été une décision prise par la Ligue. Ça, c'est la Major League Soccer pour les gens Mhm. en Europe qui nous écoutent, disent de quoi qu'ils parlent Ouais, le avec la foot. MLS. Oui, le foot à l'américaine. Et cette ligue-là, a décidé de faire une entente justement avec l'arrivée de Lionel Messi et de donner tous ses droits de télévision à Apple TV. Ce que ça fait, c'est que j'ai pas écouté un match de soccer ou de foot depuis ce temps-là, parce que moi, du foot, du soccer, je suis pas un grand fan de ça, j'en consomme pas beaucoup, à moins qu'on ait vraiment des matchs importants, puis on en a pas eu Mhm. beaucoup à Montréal dans les dernières années. Donc, moi, avant, je change les postes, puis là, je tombe sur un match de soccer, puis là, je l'écoute parce que, il se passe quelque chose, on mène 1-0, il y a de l'ambiance dans le stade. Là, ça m'arrive plus parce que là, il faut que je me connecte, faut que j'aille sur Apple TV et je l'ai à la maison. Il y a même l'onglet MLS. J'ai cliqué dessus une fois, je pense, puis c'était par erreur. Donc, je vois plus, on m'impose plus le soccer. Donc, je le vois si je veux le voir, mais sinon, j'en consomme pas. Donc, c'est pour ça que j'ai de la misère à croire que côté F1,
Oui, ça donne 700 millions, mais est-ce que tu vas vraiment chercher des nouveaux fans avec ça ou tu fais juste entretenir ceux que tu as déjà? Moi, c'est là l'interrogation. C'est là que ça me dérange. J'ai de la misère à croire que on va vraiment aller chercher des nouveaux fans parce qu'on n'imposera pas le sport à des gens. Il y a personne qui va tomber sur la F1 à moins de cliquer sur la mauvaise chose. Ma mère aime la Formule 1, elle en écoute des courses, mais je pense pas que sur son Apple, elle va cliquer sur F1 là, parce qu'il est là maintenant. Elle va pas aller voir ça. Ben, pour ce qui, en même temps, comme tu dis, ça nous concerne pas. Oui. Je pense pas que ça va apporter nécessairement non plus de la nouveauté. Ce qui a vraiment apporté des nouveaux fans, c'est justement des séries sur Netflix comme Drive to Survive. Est-ce que ça va faire en sorte que Drive to Survive va changer aussi je veux dire, parce que c'est quand même une création Netflix, là, je pense C'est que des moi, droits. c'est une Moi, idée qui vient de me venir par ouais. en arrière de la tête, Mais ça, je ne là. pense pas, François, parce que ce qu'on voit, j'ai l'impression que beaucoup vont prendre le portrait de TKO présentement, qui est en train de faire des ravages dans le domaine de sport de combat. Je mentionnais WWE Mhm. et UFC. On décortique notre produit, puis on le vend à gros prix de plein de façons. Donc, OK, on je vois. dissèque ce qu'on a, puis on essaie de le vendre. Donc, j'imagine que tout ce côté documentaire, série télé, toute cette façon de vendre de sport de côté dramatique, on va rester avec Netflix. C'est pour ça qu'Apple voulait une partie de ça, parce qu'on est arrivé Mhm. deuxième joueur, on dit, ah ben nous autres, on peut pas C'est avoir sûr. les séries, fait qu'on va prendre le contenu sportif, les courses. Ça enlève rien pour Netflix, mais l'autre chose aussi qu'il faut garder en perspective, c'est que Apple vient de sécuriser les droits de la Formule 1 aux États-Unis, mais ça n'empêche pas Netflix de gagner les droits à l'international. Ah, c'est pas faux. Ben, je te dirais que Ça moi, aussi. ce qui est important pour moi en tant que consommateur, puis je ne sais pas si les auditeurs ou toi allaient être d'accord avec ça, mais c'est juste d'être certain ou de savoir exactement où aller me procurer Oui. mon produit parce que je t'en parlais avant d'enregistrer. J'ai un problème. Moi, tout le monde, ceux qui sont habitués au podcast savent que j'écoute pas juste la F1, j'écoute le NASCAR, j'écoute le V8, j'écoute le GT3, peu importe ce que j'écoute, l'IndyCar, je sais où le consommer. Mais cette année, j'ai ce problème-là avec le NASCAR. Ils se sont éparpillés sur. D'habitude, il y a deux réseaux. C'est Fox et NBC. Ils se partagent l'année en deux. C'est clair, on le sait. Ça va, j'ai les deux postes, je les écoute. Cette année, c'est un peu pêle-mêle. Il y a Amazon Prime qui présente des courses. Il y en a qui étaient sur USC, CW. Là, à un moment donné, j'arrive, j'ai pas ma course. Pourquoi? Ah, c'est plus sur le même poste. Ça me dérange, ça m'oblige à m'abonner à plusieurs chaînes différentes, me désabonner. C'est mêlant, c'est frustrant. Donc, bon ou pas, moi, l'important, c'est qu'on sache où aller chercher le produit, puis qu'on l'aille à un prix raisonnable. Moi, ça me va, mais en même temps, comme tu dis, là, à date, ça ne nous affecte pas. Ça ne veut pas dire que ça ne nous affectera pas dans quelques années. Mais nous, je pense qu'en tant que Canadiens, on va pouvoir consommer nos courses exactement où on les consommait jadis. Oui, TSN, RDS reste. Ouais, c'est ça. Ils ont les droits. Je ne sais pas durée Puis de le, lancement. puis le monde qui ont F1 TV aussi, leurs abonnements, ça reste en Mhm. vigueur. F1 TV ne ferme pas. C'est OK. seulement aux États-Unis que on va faire donner ça à sous-traitance. Si vous êtes abonné à F1 TV, ben, ça fonctionne avec Apple. Mais pour l'instant, on laisse ça. Donc, ça change rien pour nous au Canada. On en parle juste justement pour clarifier la situation, Mhm. parce qu'il y a des gens déjà qui avaient commencé à nous envoyer des questions concernant ça, mais aussi pour voir un peu ce que se dessine pour la F1. C'est quand même bon signe de dire qu'on a des joueurs qui sont prêts à débourser 700 millions pour avoir les droits de la F1 sur 5 ans. Ça bonifie l'offre à bien des endroits, ça enrichit les équipes, ça enrichit bien des gens. Normalement, ça devrait découler dans le spectacle aussi. Si tout se fait bien, Mhm. normalement, ça va dans cette optique-là. On a transbahuté les droits, Martin. Exactement, les droits ont été Ouais. transvaincus. On aurait dû juste dire ça. Ouais, c'est ça. Fou. Ça aurait résumé tout ça. Écoute, un qui aimerait ça peut-être n'entendre parler moins de lui présentement, c'est Alex Palou. Mhm. Qui est dans un procès avec McLaren. McLaren est obligé de laver son linge sale en public. Alex Palou aussi est obligé de justifier. Pour redonner un peu la perspective aux gens de ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une entente contractuelle entre McLaren et Alex Palou. Palou, c'est un quadruple champion à Mhm. l'heure qu'on se parle, parce qu'il a eu son quatrième championnat, tu me l'as dit Ouais. dans les derniers épisodes. Donc, quadruple champion d'IndyCar. McLaren, faut savoir aussi, on a une division Indy. On Ouais. avait voulu signer les droits d'Alex Palou. Finalement, il y a eu bris de contrat. Alex Palou a décidé d'aller ailleurs. Il y avait ses raisons. C'est ce qui explique présentement en cours. C'est deux procès différents. Il y en avait eu un Mhm. aux États-Unis, une poursuite qui s'est réglée à l'amiable, ou en tout cas, on a trouvé un terme à ça. Ça veut pas dire qu'on est devenus des amis, mais il y a eu un contrat, il y a quelque chose qui s'est réglé avant que ça vienne, qu'on étale tout ça au grand public. Du côté de Londres, c'est différent. On n'a pas réussi à aller chercher une entente. Probablement que McLaren demande peut-être plus d'argent de ce côté-là. Puis on a décidé de combattre ça du côté du clan Palou, parce qu'on tourne aux alentours, c'est 20 millions de dollars. Mhm. Ça dépend des tarifs, là, si on le vend en US, en euros ou ces choses-là. Donc 15 à 20 millions
millions de dollars qu'on réclame du côté d'Alex Palou parce qu'il n'a pas rencontré son contrat. La raison pourquoi on vous parle de ça, c'est que oui, ça touche McLaren, mais on parle beaucoup d'Oscar Piastri pendant ce Mhm. procès-là parce que le fait que McLaren avait probablement, ou ce que Alex Palou veut insinuer, c'est que on lui avait offert probablement un volant F1 et lorsqu'on Mhm. est allé chercher un gars comme Oscar Piastri, eh bien, ça a fermé une porte à Palou et c'est là que lui a décidé de prendre ses choses et de dire comme ce qu'on m'a offert ou ce qu'on m'a fait miroiter est pas vrai. Donc, je prends mes choses et je m'en vais ailleurs. Même en Indy, il n'a pas voulu rejoindre le clan McLaren, a décidé d'aller d'un autre côté. Donc, tu voulais nous en parler un petit peu aujourd'hui parce que je sais que c'est un dossier que toi, tu as vécu, mais de l'autre côté de la clôture, tu l'as vu en Indy aussi, cette chicane-là. Là. Ben oui, dans le fond, on va essayer de pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'il y a tellement de volets à ça et de gens impliqués. Fait que je vais éviter de tous les nommer, mais en gros, Alex Palou, qui conduit pour Chip Ganassi Racing, qui est un monstre dans l'IndyCar, qui remporte des championnats depuis des dizaines d'années, là. On pense à Zanardi, Montoya et j'en passe. Donc, Palou a remporté déjà 2 championnats avec Chip Ganassi, mais signe avec McLaren en se faisant un peu miroiter un siège en F1. Il a fait les essais libres déjà pour McLaren, sauf que lorsque l'option Piastri s'est présentée pour McLaren, eh bien, ça a fermé cette porte-là, comme tu l'as dit, pour Alex Palou. Et là, ben, lui, le volant McLaren en Indy n'était plus aussi intéressant parce qu'il y avait cette opportunité-là. Il faut comprendre qu'en Indy, McLaren, malgré que c'est une bonne écurie, n'est pas aussi performante que Chip Ganassi. Donc ça, c'est le volet, on va dire, IndyCar de volant. Ça a créé des frictions avec l'un et l'autre des camps parce que tu es avec une écurie, tu veux changer pour l'autre. Ah, quoi, tu nous aimes plus, tu vas aller ailleurs. Mais là, finalement, ça marche pas. Fait que là, il est resté avec Ganassi. Ça s'est réparé, cette relation-là. Ils ont remporté 2 autres championnats. Ça va. Là, le souci en ce moment, c'est que c'est l'autre contrat, c'est toutes les obligations de commanditaire, obligations contractuelles et les revenus que McLaren aurait fait en ayant un pilote comme Palou, les ententes qui ont été signées avec NTT, qui est le commanditaire de IndyCar euh, principal, les pilotes qui ont dû payer plus cher parce que Palou n'est pas là, les pilotes qui ont dû engager pour faire les essais au lieu de Palou qui étaient financés. En gros, c'est 20 millions que McLaren réclame au clan Palou parce qu'il y a eu bris de contrat. Il reconnaît qu'il a brisé le contrat, mais il s'était fait comme laisser miroiter cette idée-là. Fait en résumé, McLaren veut de l'argent, il y a un procès qui s'en vient, on va voir les développements de ça, mais on aurait pu voir Palou en F1, mais c'est un peu l'arrivée de Piastri qu'on ne savait pas non plus si ça allait marcher ou pas. Mais maintenant que ça marche, c'est clair et net que Palou n'aurait pas été là. Mais on va voir comment ça va se développer, puis ce que McLaren va gagner. D'après moi, McLaren va aller chercher un peu d'argent avec ça parce que je pense qu'ils ont quand même un peu raison. Mais McLaren aussi, ce qu'on réclame, c'est du temps de simulateur. Parce Entre que autres, leur oh dit oui, plein de qu'on a choses. développé, on a investi en Palou pour l'aider, on a Mhm, donné accès à des simulateurs. C'est des journées qui ont des montants rattachés à ça. On a dû payer son avion, des ouais. choses comme ça. Donc ça, je peux comprendre. Est-ce qu'on pèse un peu trop fort sur le crayon? C'est pour ça que Palou, on lève un peu la main puis on dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne en cours des fois. Petit Mhm, conseil juridique aux gens, mais consultez quand même des professionnels. Mais si vous demandez le montant que vous vous attendez à avoir, c'est pas lui que vous allez avoir. Vous êtes mieux de demander plus cher. Vous allez peut-être avoir mhm. un peu, dans le fond, quelque chose qui va plus rentrer dans ce que vous vous attendez. Donc, McLaren demande un gros montant. Peut-être qu'au bout de la ligne, on veut juste rattraper notre argent qu'on a perdu. Sauf que Palou a le droit de se défendre et c'est ce qu'il fait présentement. Il le fait bien. Moi, il y a des choses qui éclaboussent. Je sais que les gens veulent essayer d'interpréter ça puis de regarder ça avec ce qui se passe actuellement. Mais le fait que c'était pas nécessairement la décision de Zach Brown d'aller chercher Piastri, Ouais. lui, il dément ça, là. Et c'est ça qui dit que c'est pas vrai. Mais que Ouais, finalement, que mais ça. là. Ouais, c'est Tu ça. sais, c'est toi, Andreas Seidel, il disait que c'était Andreas Seidel qui avait pris Oui, cette décision-là, mais en même temps, c'est le directeur, c'est le big boss, là. Fait que c'est sûr qu'il avait son mot à dire là-dedans, là. Je exact. trouve ça C'est ça. drôle qu'ils mettent ça un petit peu en dessous du tapis, là. Mais c'est que ça fait du papier. Ça vend du papier, même si c'est plus une expression qui est très courante, mais dans le fond, c'est plus ça donne des clics. Ça serait plus Ouais, c'est ça. d'actualité de dire ça. Ben, c'est ce qu'on veut faire. Dans le fond, on va essayer de créer quelque chose qui rapproche à ce qu'on vit présentement à F1, dire on fait du favoritisme envers Norris parce qu'on le voulait pas de toute façon Piastri. Bah, je pense pas que Tout le monde c'est est mieux, là, en ce moment, là. ben oui, Puis exact. ils sont bien, McLaren, avec les deux Personne n'est pilotes à qu'ils ont, plaindre. puis Palou a 4 championnats C'est maintenant, puis il ça. est avec une bonne écurie. Fait que, C'est ouais. ça. On se plaint à l'expression québécoise, on se plaint la bedaine La bouche pleine. pleine, ouais. Voilà, c'est ça. Ah ben ouais, comme tu veux. Écoute, juste en terminant, un prodige de rallye,
Hmm. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça parce que c'est assez intéressant. On va suivre son cheminement. C'est un double champion du monde de rallye qui décide, lui, ben moi, mon rêve, c'est d'être pilote de F1. Je suis rendu à 25 ans. Ça passe ou ça casse. Donc, je mets ma carrière de rallye en suspens et je m'en vais au Japon en Super Formula pour faire mes classes et essayer de me qualifier pour de la F2 dans quelques années, et ensuite la F1. Donc, on pourrait l'emmener là, vers un passage en Formule 1 peut-être à 27, 28 ans si tout va bien là, de son côté. Mais je voulais m'en parler un peu parce que c'est une histoire qui est intéressante. Puis, Mhm. comme je te dis, c'est certain que de mon côté, on va suivre le développement de ce gars-là l'année prochaine. Puis on va en parler aussi au F1 Podcast. Puis je suis persuadé de ton côté la même chose. Là. Ben, c'est vrai que c'est une nouvelle qui est intéressante, c'est rafraîchissant parce qu'on est habitué un peu à cette sauce-là de F3. Ben, karting, formule de promotion F4, F3, F2, F1. Tu sais, puis bon, IndyCar une fois de temps en temps, mais c'est rare. Mhm. Là, on a quelque chose de plus champ gauche un peu, Kalle Rovanperä, qui est un Finlandais, pardon, qui est champion de rallye, double champion de rallye à l'âge de 25 ans. Il faut comprendre pour ceux qui suivent, j'imagine, pas le rallye, peut-être des noms comme Colin McRae, Sébastien Lowe, Sébastien Ogier, ça vous dit quelque chose. C'est tous des monstres du rallye, sauf que Roven Perra, à 25 ans, a remporté 2 championnats de suite. C'était quelqu'un qui est un... tu sais, il y avait une voiture sur glace, les voitures de rallye à son père, à l'âge où il pouvait atteindre les pédales et voir un peu où ce qu'il allait. Donc, il a toujours fait ça. Il s'est accompli et lui il a besoin d'un nouveau défi. Et avec l'appui de Toyota, Gazoo Racing, qui est leur division de course, ben, décide de faire le saut en monoplace. Donc, il va aller en super formule au Japon, qui est une formule, euh, je dirais pas de développement. Là. C'est une série un peu à part entière, un peu comme l'IndyCar, mais c'est très populaire au Japon. C'est pas les Pichous qui sont là, c'est principalement des Japonais. Mais Liam Lawson était là justement il y a quelques années. Je pense que Pierre Gasly en a fait aussi, je ne me trompe pas. Donc, fait qu'on l'envoie là pour se faire les dents un peu en monoplace. 2 ans que c'est prévu et ensuite aller en F2, ce qui le mettrait au minimum à 28 ans en F1, mais on sait que c'est Toyota qui est derrière ça, qui va le supporter financièrement, et Toyota est associé à l'écurie Haas. Donc, on a parlé, toi puis moi, peut-être qu'à un moment donné, Haas pourrait être vendu à Toyota qui ferait un retour en F1 en tant que manufacturier. On peut faire plein de liens et spéculer, là. Mhm. Mais en gros, pilote de rallye hyper doué. Les pilotes de rallye sont bons pour les conditions changeantes, sauf que c'est pas la même chose en monoplace. Mais Rovanperä a déjà fait de la Porsche Super Cup et a gagné des courses, donc il est à l'aise quand même sur un circuit. C'est plaisant, ça pourrait apporter du sang neuf, même s'il n'est pas très jeune, il ne sera pas très jeune à son entrée, mais dans quelques années, si on le voit rentrer en F1, si on le voit performer, ça risque d'être rafraîchissant, intéressant, puis ça va justement peut-être me... J'écoute la Super Formule une fois de temps en temps, mais là, certainement que je vais la suivre avec plus d'intérêt. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le partenariat Toyota-Haas, puis en plus, tu as un double champion. Tu es un pilote Toyota, Mhm, puis on n'a pas décidé d'aller du côté de Rovanperä puis de dire non, non, là, mon ami, toi, tu vas rester en rallye, tu nous rapportes de l'argent. Lui, il dit, ah ben moi, j'aimerais ça aller faire mhm, de la F1, on va t'appuyer. C'est un peu comme si on commence déjà notre relève ou notre plan de développement de pilote du côté de Toyota. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pilote qui est sponsorisé, je sais pas si c'est le bon terme en français, mais commandité, commandité, on ouais. va dire commandité financé par Red Bull aussi, sauf qu'il n'y a pas de lien avec Red Bull Racing. Il y a quand même un lien étroit. Si on va Mhm, sur la liste des athlètes Red Bull, il est réputé comme un athlète Red Bull. Et d'ailleurs, en 2024, à la fin de la saison de l'année dernière, a fait un test à bord d'une voiture ouais. Red Bull. Donc, on pourrait peut-être avoir une chicane. On parlait de contrat tantôt, là. Peut-être qu'à un moment donné, on va décider de tirer des deux côtés pour savoir de quel côté Ravampera veut aller. Une chose est sûre, c'est que on n'a pas fait l'erreur du côté de Toyota de l'empêcher de là. On s'est gardé les portes ouvertes. On reste en bon terme avec le talent. Puis on dit, on va même t'aider à te développer. Ça va être intéressant à suivre parce que, bien sûr, il y a deux peut-être possibles portes qui pourraient s'ouvrir à lui. Du côté de Toyota Haas et du côté de Red Bull si jamais il remplit les objectifs. C'est sûr qu'il y a d'autres candidats. Là, dirons, l'école de développement de Red Bull est plus Oh, garnie que celle de Toyota ou celle de Haas, donc ça risque d'avoir les opportunités, mais c'est quand même un dossier intéressant à mhm. suivre. Mais c'est pas facile, hein, le passage au rallye, à la Super Formula ou à ces monoplaces-là. Je veux pas prendre que c'est l'exemple qui dit tout, mais si tu regardes l'IA Block là, en Ouais. fille,
La fille de Ken Block en F1 Academy qui gagnait énormément de courses. Là, je pense que c'était une championne de rallye Mhm. quand même. Elle avait un bon palmarès. C'est pas facile en F1. Là. Elle le dit elle-même. Là. Elle est très ouverte dessus. Il y a une belle série F1 Academy justement qui s'appelle The Academy sur Netflix. Mais c'est ça, vous pouvez voir que c'est pas une transition qui se fait au la main. Donc, il fait bien d'aller en Super Formula du côté de ce jeune Finlandais-là. Donc, 25 ans, ça reste à suivre. Si ce conclut notre bloc actualité pour aujourd'hui, maintenant, on passe à la journée de vendredi du côté du circuit des Amériques à Austin, au Texas. Eh bien oui, c'est ce week-end au Texas, plus précisément du côté de Austin, qu'aura lieu la 19e manche du championnat 2025 pour une 13e fois. On ira sur ce circuit des Amériques après Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Phoenix, Long Beach, Dallas, Détroit. Ce circuit a vraiment je dirais, a implanté la dernière chance de la F1 aux États-Unis. C'est là que ça a commencé, ça passait ou ça cassait. On a vraiment réussi à s'installer puis à devenir quelque chose. Bien sûr, on a eu l'opportunité, le petit coup de pouce de des séries télévisées ou de Drive to Survive, plus précisément d'un film d'F1, mais c'est quand même là que ça avait débuté sur ce tracé de 5,513 km, 17 virages. On peut atteindre des vitesses de 333 km à l'heure. Deux zones DRS sont à la disposition des pilotes. Il y aura deux courses au cours du week-end puisque c'est un week-end sprint, une de 100 km sur papier, mais en vrai c'est 100, 104,7. Dites pas à la F1 que je vous l'ai dit, mais c'est ça, c'est 19 tours et la course de dimanche, ce sera 56 tours que les pilotes auront à compléter. Les gommes pour le week-end, on a une balle courbe du côté de Pirelli qui nous a envoyé la C4, C3, mais C1 pour Ouh. la gomme dure. Donc, c'est quelque chose qu'on avait essayé du côté de Spa, Francorchamps, mais finalement, avec la température, la pluie et tout ça, ça a pas, on n'a pas pu vraiment faire le test d'avoir cet échantillon-là. C'est quelque chose qu'on veut commencer peut-être à implanter à certains circuits. Je trouve que c'est de bon adon parce que dans notre dernier épisode, François, où tu y étais, du entre-deux courses, je vous parlais un peu de ce qu'on aurait pu faire à Singapour pour essayer autre chose. Donc, Mhm. on avait eu cette latitude-là avec le Grand Prix de Monaco maintenant d'être capable d'obliger les écuries à faire deux arrêts. Puis on a aussi cette latitude-là qu'on s'est donnée depuis le début de l'année avec Pirelli de jouer sur les pneus, de dire on y va avec une gomme C4, C3, mais du côté des gommes dures, on veut une gomme qui va être beaucoup plus résistante. On veut créer une espèce d'écart, puis forcer probablement les écuries à essayer la C4 en course et la C3 et quasiment laisser tomber la C1. En tout cas, on veut bouger les stratégies. On a un plan derrière la tête du côté de Pirelli. C'est ce qu'on avait voulu essayer du côté de Spa. Ça n'a pas fonctionné. Mais je suis content qu'on n'a pas laissé tomber. Contrairement à ce qu'on a fait avec l'histoire des deux arrêts du côté de Monaco, qu'on n'a pas répété ailleurs. Là, on répète du côté d'Austin, puis on va être capable d'en tirer des conclusions. De dire, c'est-tu quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est une alternative qu'on peut apporter à d'autres week-ends de course? Moi, je dis bravo et j'aime ce genre d'essai. Pareillement. Puis je suis content parce que le circuit des Amériques, et Kit en a parlé tantôt, c'est pas si longtemps qu'il est dans la carte, mais c'est déjà devenu un classique. Il a ses signatures. Ce n'est pas un éléphant blanc. Et cette balle courbe des pneus qui arrive en fin de semaine, mais moi j'aime ça parce que la fameuse C1, on se rappellera, je pense que c'est Lewis Hamilton à un moment donné qu'ils avaient mis cette saison et il avait cité dans son micro, These tires are SHIT. Donc Ouais. là, mais là, en fin de semaine, la différence, c'est qu'il y a le protocole de grande chaleur, un peu comme on a eu dans d'autres destinations exotiques. Il fait très chaud à Austin en fin de semaine, donc on va voir ces fameux gilets refroidissants. On n'aura pas le droit au fameux typhon qu'on a eu en 2015, je pense, où la course a failli être annulée à cause de la pluie. Oui. Déjà 10 ans. Et puis, oui, je pense que ça va amener un petit volet intéressant. Ça ne m'étonnerait pas de voir une course à deux arrêts puis de voir la C1 peut-être larguer, là. Ben moi, je trouve, c'est ça, la C1, on l'utilisera pas. Je vais juste prendre le temps de l'expliquer un petit peu parce que c'est pas Mhm. tout le monde qui est familier avec ça. C'est très important ici au F1 Podcast. Je veux pas qu'on perde ça. Je sais qu'on a des auditeurs aguerris qui connaissent la F1 de A à Z, puis on en a d'autres qui veulent découvrir ça avec nous. Puis à toutes les fois, je nomme ça, là, on sort des chiffres, on parle Ben de ça ouais, ensemble, c'est quoi ces gommes-là? C'est que c'est pas les mêmes pneus à tous les week-ends. Mhm. Pirelli, qui est le manufacturier, qui a le monopole en F1, on paye les droits pour avoir ça. Donc, on est le fabricant officiel.
on a le droit de changer la recette d'un week-end à un autre pour, bien sûr, la sécurité, mais aussi pimenter le spectacle. Et c'est ce qu'on fait. Et on a différentes sortes de gommes. Plus que le chiffre est haut, ben plus que c'est mou comme gomme. Donc, meilleure la performance va être normalement sur papier et plus rapide vous allez être. Donc, lorsqu'on parle d'une gomme C4, il y a la gomme C4, c'est la gomme tendre. Lorsqu'on dit C3, ben aujourd'hui, c'est la médium et au cours du week-end, la C1 sera la plus dure. Donc, on y va Mhm, comme ça. Mais ces chiffres-là peuvent varier. Donc, à un certain week-end, on peut le voir le week-end prochain, ça peut changer. La C3 pourrait se retrouver à être la médium aussi, à être mhm. la dure plutôt, ou pourrait se Ouais. retrouver même à être la tendre. Donc, ça peut changer. C'est dépendamment qu'est-ce qu'on décide de prendre comme option. On change la bande de couleur sur la voiture et c'est ce qu'on donne aux différentes écuries. Puis on dit, ben ça, vous devez faire, vous devez composer avec ça au cours du week-end. Et là, c'est ce qu'on a fait. C'est dans le fond, on a présenté une gomme dure parce qu'on n'a pas le choix d'en présenter une, Mhm. mais on a pratiquement essayé de dissuader les écuries d'aller vers là en disant ben, si vous la prenez, vous allez voir qu'elle est pas mal dure. Quoique la chaleur est là, mais en tout cas, la Ben, la C1, différence de c'est performance, ça. tu sais, normalement, ça peut être négligeable de, mettons, si on a un spec qui suit C2, C3, C4 ou peu On importe parle d'une lequel. Là, demi-seconde. c'est Ouais, ça. Là, on en saute un. Donc, l'avantage d'aller vers la dure, ben là, je fais mes guillemets, il faut que je les place à un moment donné dans l'émission. Donc, un classique. l'avantage n'est peut-être plus là. Donc, ça va pousser les équipes à faire plus d'arrêts et utiliser les gommes un peu plus molles. J'ai appris un fait super intéressant, c'est que le Grand Prix d'Austin, on va dire dans l'ordre des circuits qui appliquent du stress sur la pneumatique, Oui. est le quatrième dans le Mhm. calendrier actuel. Donc, tu sais, il y a quand même des virages rapides appuyés, freinage appuyé aussi. Donc, les pneus risquent de se dégrader, chaleur. Sérieusement, c'est un bel inconnu pour cette fin de semaine. Puis en plus, c'est un week-end sprint, fait qu'on n'a pas le temps de faire les Ben tests. ouais, On n'a pas le c'est temps. vrai. Donc là, ils ont quasiment tout roulé en C1 ce matin. Mhm, Parce qu'on veut s'en débarrasser, on veut tout utiliser à ça. fait. Puis à la fin, on a essayé d'entendre à peu près un ou deux tours qu'on va faire l'habitude. Puis là, on s'en va tout de suite en qualification à l'heure du souper. Donc Oui. on est déjà dans l'inconnu, on n'a pas conduit beaucoup les gommes tendres. Il va falloir qu'on aille sur les médiums parce que dans la sprint shootout, on oblige lors des deux premières sessions à utiliser des trains de médiums. Moi, j'en ai pas vu beaucoup aujourd'hui du monde qui ont essayé les médiums. Donc déjà là, Q3, Q1 plutôt et Q2, c'est de l'inconnu. La plupart des écuries, je dirais la majorité des écuries n'ont pas conduit sur les gommes médiums. Donc déjà là, vous devez faire un temps, sortir des 5 meilleures places, là, être dans les 15 meilleures sur un Mhm. train que vous n'avez pas piloté dessus. Puis après ça, vous devez refaire la même chose en Q2, puis vous avez seulement un essai. Parce qu'après ça, après l'avoir essayé une première fois, la gomme médium, vous êtes capable d'aller retrouver les performances semblables, mais normalement, votre tour optimal, c'est le premier, là. Donc déjà là, il y a de l'inconnu, puis on va voir les meilleurs pilotes ressortir, puis on va voir des pilotes qui vont l'échapper complètement. Il y en a qui vont se planter sur l'heure Oui. du souper parce que ça ne marchera pas. Puis des bonnes écuries vont peut-être être éliminées parce que c'est ça, un week-end sprint. Donc là, ça ajoute à ça. On n'a pas beaucoup de temps pour s'ajuster, puis en plus, la balle courbe de Pirelli, ben ça fait du spectacle. Je vous dis, si on va faire le tour des écuries, la plupart vont vous dire qu'ils n'aiment pas trop ça, même si c'est un défi. Ben, pour les amateurs, des choses comme ça, si vous n'êtes pas au courant, vous allez voir que vous risquez d'apprécier le spectacle parce que ça va venir donner de l'inconnu, ça donne des petits mots de tête aux écuries, puis normalement, c'est ça. Ces bébites-là, il faut les sortir de leur zone de confort, des Mhm. fois. Puis, comme tu dis, le deux arrêts est plausible lors de la course. C'est un circuit aussi qui est très bosselé, hein, celui Ouais. de Austin. Je me rappelle justement Lewis Hamilton qui avait dit il y a quelques années, il voyait même pas dans ses rétroviseurs où il servait à rien parce que ça saute tellement que tu vois pas qui te suit. Donc ça aussi, c'est un stress sur les pneus. Donc très intéressant. Ça commence très très bien le week-end de faire ça. On joue gros en fin de semaine, hein? Puis toi aussi, François, tu joues gros parce que tu m'as demandé dans les dernières années d'être patient avec Austin au niveau des courses sprint. Mhm. Puis je te fais confiance. Puis c'est vrai, l'échantillon était court. Après la première tentative, je trouvais ça niaiseux qu'on C'est avait. vrai, la première était poche. Ah, t'as pas, pourquoi qu'on a C'est, essayé ouais. ça? C'est toujours de la gestion de pneus, même dans la course. Pourquoi qu'on fait ça pendant pendant un week-end sprint? Puis là, tu m'avais dit, ben, Martin, sois patient. Moi, je le réessayerais. Une course, ça veut pas dire. T'avais raison. T'avais raison parce que la deuxième édition qu'on a eue, c'était beaucoup mieux. C'était pas Ouais. la meilleure course sprint, je te dirais pas. Non Tu plus, sais, là. on se comptera pas d'histoire, c'était pas Autriche, là. Non, Mais au Brésil, au mais Brésil, exactement. ouais. Sauf que ben, disons que si tu avais eu à me convaincre, là, je t'aurais dit, OK, François, on va te donner une dernière chance. Mais là, c'est ça, c'est ta La dernière voilà. chance, là. La voilà. Ouais, puis encore là, c'est pas parce qu'on a eu deux mauvaises puis une bonne que ça veut dire que ça va toujours être mauvais, mais ça va nous donner
petit avis si on retourne là ou on retourne pas là. Ben, c'est pas nous qui décident ça, là. Puis la F1 a l'air d'avoir des bons contrats pour les courses sprint aux États-Unis. Mais ça serait peut-être intéressant, si jamais ça fonctionne pas, de revoir ça. Trajectoire technique, les améliorations pour le week-end, on le dit, la liste était, tu te rappelles, hein, au début de l'année, Ah oui, la phew, liste était grande, grande grande, feuille. on passait tout le monde. Mais là, ça va très vite. J'ai deux écuries. Donc, Mercedes qui a travaillé à reprofiler l'arrière de la voiture. Ce qu'on veut faire, c'est surtout essayer de mieux ventiler ou mieux faire travailler la circulation d'air à l'arrière du train de pneus. Donc, ça peut nous donner une petite idée. On veut ménager nos pneus, mais on veut mieux gérer la chaleur à l'intérieur. Si vous étiez avec nous depuis le début de la saison, on a parlé, hein, c'était l'avantage de McLaren, c'est ce qu'on fait de très très bien du côté de l'écurie Orange Papaye, c'est qu'on est capable de gérer cette fameuse chaleur-là à l'intérieur de nos pneus, que ça soit à partir des freins, mais aussi contrôler la température pour les mettre dans leur fenêtre optimale, mais aussi les ménager lors d'une course. Donc, Mercedes, l'amélioration qu'on apporte, c'est qu'on veut travailler sur ce côté-là. C'est des choses qui ne sont pas perdues pour l'an prochain aussi, même si le concept aérodynamique va changer, mais de mieux comprendre comment gérer ces fameux pneus Pirelli-là. Ça a été le nerf de la guerre du côté de McLaren et on n'a pas baissé les bras du côté de Mercedes qui aimerait bien sécuriser cette deuxième place-là au classement, même si ça va se traduire en des pénalités sur le temps de développement. Je pense que Mercedes a une fierté à aller chercher et on veut finir le deuxième meilleur manufacturier. Déjà qu'on se fait battre par un client, là, en tant que McLaren qui Ouais. déjà, je pense qu'on veut finir le plus près possible d'eux de ce côté-là. Et les autres qui ont apporté une grosse amélioration, ben, c'est coutume. Les grillades, avant, on en apportait une par saison, puis c'était à Austin devant nos partisans. On veut bien paraître. Puis là, on le fait. C'est la plus grosse amélioration de la saison du côté de l'écurie Az. C'est un peu spécial à l'endroit ou au moment de l'année où ce que presque plus personne apporte de quoi. Az, on apporte notre plus grosse amélioration de la saison. La plus grosse qu'on a vue depuis, je me rappelle pas c'était où la dernière grosse amélioration qu'on avait vue. C'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, c'est la première depuis Silverstone qu'on apporte quelque chose. C'est seulement sur la voiture de Ocon lors de la première séance de Célib et on va prendre une décision pour celle de Mm. Berman avant la qualification sprint ou peut-être on peut rajouter après. Vous savez, après la qualification sprint, c'est pas parc fermé, donc on peut ajuster après la course sprint demain. Donc, ça reste à voir ce qu'on va faire, mais c'est des tests sur la voiture de Ocon et on voulait quand même prendre une emprise du côté de Berman. Problème de frein du côté de Esteban dans la EL1, donc on n'a pas eu vraiment des gros tests concluants. Il a pu retourner en piste, mais ça a causé problème. Ce qu'on a apporté comme amélioration, c'est simple. Je vais vous faire ça simple. Le plancher est changé au complet. Je pourrais tout vous énumérer ce qu'on a changé sur le plancher, là, mais prenez en tête qu'on a modifié, c'est un nouveau plancher de A à Z parce que les côtés, le dessus, le haut, le bas, le rebord, le derrière, tout est changé. Donc, nouveau plancher du côté de l'écurie Az. Et de ton côté, François, je sais que tu t'es prononcé un petit peu, tu as commencé à en parler. Austin, c'est un circuit intéressant pour toi. Ah oui. Moi, je trouve que ça sent la course automobile, même si on est installé là depuis 2012. On a réussi à faire un classique avec quelque chose de nouveau. C'est pas, c'est pas prédéterminé que ça va toujours être des grands prix intéressants puis que ça va être spectaculaire, mais le côté technique, conduire, voir les voitures, là, ceux qui ont la chance là, d'aller dans la tour d'observation puis voir ces enchaînements-là dans les derniers virages, la grille de départ, le dénivelé aussi, on monte complètement avant le virage 1. Donc, il y a plusieurs choses à noter, autant pour si on est un amateur ou un téléspectateur, mais aussi si on est un pilote en tant que tel. Oui, ben, ce circuit-là, moi, je le trouve très intéressant. Puis, t'en as parlé, hein, il y a eu d'autres éditions du Grand Prix des États-Unis. Mais après on va dire, la bourbe qui est arrivée à Indianapolis, c'était en 2005, si je me trompe pas, Mhm, avec les pneumatiques. Bon, il y a eu d'autres années, mais la Formule 1 aux États-Unis, c'était pas fameux. Donc là, ils ont vraiment créé un beau circuit qui est, comme j'ai dit, n'est pas un éléphant blanc. Il ne sert pas qu'à la F1, donc tu as énuméré NASCAR, mais il y a de la MotoGP, il y a de l'endurance. l'IndyCar est déjà allé là. Donc, il sert à beaucoup de choses, il est utilisé et non seulement ils ont comme pris un peu des, des morceaux d'autres circuits qu'on aime, comme Silverstone, exemple, et S, tout ça, mais ils ont réussi à avoir leur signature aussi unique. Là, ce fameux premier virage où on peut arriver à 5 de large, mais ça sort oui. pas à 5 de large. Pour ceux qui l'ont jamais vu, vous allez le voir en fin de semaine. Moi, je trouve toujours ça super excitant, ce premier tour-là. Il y a des belles opportunités de dépassement. Honnêtement, c'est vraiment un de mes circuits favoris de la saison. Aussi, c'est à une heure conviviale pour nous. Mhm. Donc, à l'époque où j'étais dans la restauration, je travaillais toujours les dimanches. Ben, sache que je prenais congé pour le Grand Prix
d'Austin. Je le faisais pas pour Mexique ou Interlagos, même si c'était la même plage horaire, mais Austin, c'était toujours un événement ici. J'invitais mon père, mon ami, tout ça, un peu comme je le faisais pour Montréal. Donc là, j'ai plus besoin de prendre congé. J'adore ça, mais c'est vraiment un circuit qui est exceptionnel, je pense, qui a relancé la F1 aux États-Unis. C'est sûr qu'au début, c'était plus un spectacle et on avait la course alentour, mais là, maintenant, c'est vraiment un des circuits même les plus populaires, je pense, sur le calendrier. Oui, très populaire, beaucoup de touristes. Aujourd'hui, justement, on voyait le reportage pendant la L1 qu'on Mhm. interviewait des touristes de partout. Mais il y a un Euh, Australien, là, je pense, qui est allé aussi cette semaine. Il a une moustache. Comment il s'appelle encore? Ah oui, Daniel Ricciardo. Ah, Daniel, Euh, oui, il est là en fin de le semaine. détective Pimento aussi de Ouais, Bob. ouais, ouais, très bon. On a de la misère à les différencier. Ben oui, c'est ça. C'est un endroit qui se prête bien. On a embarqué là-dedans. Je trouve que on a la culture américaine qui vient se mêler. C'est ce qu'on fait bien Mhm. ailleurs, hein. C'est ce qu'on a essayé de ramener un peu au Grand Prix du Canada cette année, le comité organisateur, de ramener aussi l'ADN du Canada, tu sais, que ça soit, c'est niaiseux, mais que ça soit par de la poutine ou des choses comme ça. Ou du Mais sirop d'érable. du hockey. On a mis une patinoire de hockey. Mais je Mhm. trouve que, puis on s'est pas caché, hein, du côté du comité organisateur au Grand Prix, on a dit, du Canada, on a dit, on est allé voir ce qu'on faisait ailleurs pour s'ajuster. Je trouve que j'ai pas eu de conversation avec eux qui va dans ce sens-là, mais si on a pris quelque chose du circuit d'Austin, c'est ça. C'est l'esprit texan, l'esprit Ouais, Amérique, l'esprit États-Unis, la fierté, qu'on emmène ça, puis qu'on fait un week-end. Tu sais, ça va, c'est niaiseux, mais les cheerleaders des Cowboys de Dallas ouais, qui sont là, c'est juste pour montrer une note, d'ajouter une note. Ça, c'est texan. Ça, c'est une fierté qu'on a, nos cheerleaders des Cowboys de Dallas. Oui, c'est le fun pour le spectacle, c'est le fun pour les amateurs qui sont là, mais c'est aussi une touche de montrer, de rappeler qu'on est au Texas. Les chapeaux de cowboy, il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais les chapeaux Pirelli, à un moment donné, qui avaient été changés, oui. qu'on mettait. Tout est gros au Texas. Si vous avez écouté ma chronique à CNV, le drapeau pèse 86 livres Ben de oui. tissu, là. Le drapeau de Texas puis le drapeau des États-Unis. La tour d'observation, Ouais. c'est fantastique. Moi, j'ai le vertige, mais tu m'invites là-bas, François, je vais t'en vouloir un petit peu, mais après ça, je vais être content, je vais y aller avec toi. On va monter des escaliers tranquillement, les 400 quelques escaliers pour se rendre Il y a en un haut. ascenseur, hein, ben, Oui, il en y a un passant. ascenseur. Bon, mais c'est bien plus le fun par Ah, l'escalier. ouais, t'as raison. C'est un gars en forme. Ah, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'à à chaleur qu'il fait présentement au Texas, on prendrait peut-être l'ascenseur. Mais c'est ça, tu es quand même monté puis tu fais durer le plaisir parce que chaque étage c'est tout ouvert, hein. Tu montes chaque escalier, donc tu vois le circuit rapetisser, 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 puis les voitures devenir de plus en plus petites. J'attends que tu es rendu en haut. Mais ça, je trouve que c'est devenu un classique. Je suis persuadé que dans une photo, la tour, je fais juste te montrer une photo de la tour, je te dis ça c'est où? Tu vas me dire c'est Austin au Texas. Mais il n'y a pas grands amateurs d'F1 qui vont pas savoir que cette tour-là est là. Le drapeau, toutes ces choses-là. Donc oui, on a bien fait ça. On rentre cette culture-là américaine, puis même si on n'est plus le seul Grand Prix aux États-Unis, je trouve qu'on réussit encore à se départager avec ce qu'on fait, avec ce type de spectacle-là. Et il n'y a pas peu dire, parce que au niveau spectacle, Vegas, c'est dur à Ouais. battre, mais Austin a encore son spectacle à eux, qui identifie ce Grand Prix-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et bien sûr, les courses, on peut avoir des bons spectacles. On en a vu par le passé. Puis on a vu, tu sais, je me rappelle, c'est 2022 de mémoire, Verstappen qui rattrape Hamilton dans les derniers tours. C'était très, très bon, mais encore là, ça avait été une course à plus qu'un arrêt, et c'est ce qu'il faudra avoir au cours du week-end. C'est une situation particulière. On en parle depuis le début, l'horaire, l'heure du souper, c'est le fun. On peut écouter les Grands Prix. Tu sais, demain, il va y avoir une course sprint en après-midi. Il va y avoir des qualifications à l'heure du souper. Tout ça, c'est super le fun. Convivial pour nous. Ouais. Pour nous, F1 Podcast, par exemple, ça fait qu'aujourd'hui, on vous fait un épisode dans notre le plus possible qu'on peut faire. Sauf que Mhm. normalement, on le fait après la deuxième séance de libre. Pourquoi? Parce qu'on le dit toujours, la première séance n'est pas très représentative. Là, c'est un week-end sprint, il y a des qualifs, il y a tout ça. On voulait pas vous faire l'épisode trop tard, donc on vous fait un épisode à partir de la première séance de libre. Quand je vous dis que c'est pas trop représentatif, vous allez comprendre. Lando Norris, c'est où je m'en vais, Ouais. hein. Ah, Lando ouais. Norris est le meilleur, a fini premier. Ça, c'est correct. Mais Nico Hülkenberg qui est deuxième, bravo à Nico Hülkenberg. Ben, je pense pas nécessairement qu'il faut dire que les stacks Sauber sont dans le spectacle pour la pole tantôt. Sauf que c'est un circuit qui a évolué beaucoup. Fait que si tu permets, François, je passe le classement très, très Oui, vas-y, rapidement, sport. là. Mais Norris a été le plus rapide, Hülkenberg deuxième, Piastri troisième, Alonso quatrième. C'est lui qui avait le meilleur temps pendant un Ouais. certain moment, oui. Je pense que c'est un circuit qui pourrait peut-être se prêter au Aston Martin. Oui, on a une vitesse de pointe de 333 km/h. C'est pas évident avec la traînée, sauf que ça nécessite quand même de l'appui aérodynamique, puis on s'en sort mieux dans ce temps-là du côté de l'écurie de Lawrence Stroll. Verstappen, lui, de son côté, a fait le cinquième temps, suivi de Albon, Russell, Hamilton.
Adjar, Berman qui est à la 10e place, toujours près de la 11e, égal à lui-même. Mhm. Ocon, qui a quand même réussi, c'est lui qui a les améliorations, malgré un problème de frein, il a fait le 11e temps. Bortoletto, Tsunoda, là, il a fait son premier tour en gomme tendre tout de suite après Verstappen, pratiquement dans les mêmes conditions, 8 dixièmes de différence au fil de route. Ouf. Ça, Ouais. ça fait mal. Puis là, on le voit, là, 22. Ouais, c'est ça, sur la ligne, il est Il y a l'ego 13e. menacé. Ouais, 13e. 14e pour Stroll. Ensuite, Lawson, Colapinto, Gasly, Antonelli, Hmm. Saints, ses problèmes de boîte de vitesse. Il a OK. quasiment pas fait de tour. On était en train d'analyser ça, puis on veut pas trop perdre de temps à analyser parce que s'il faut la changer, il faut changer ça au plus vite parce qu'on revient en piste tantôt, puis c'est important. Donc, il semblait tracassé, Carlos Sainz, de pas avoir de le temps de se familiariser avec la voiture, pas capable de choisir ses ajustements, puis en plus d'avoir une décision à prendre pour être sûr d'être présent à temps pour la sprint shootout cet après-midi. Un autre qui a eu énormément de problèmes, c'est du côté de Charles Leclerc. Ça allait pas bien, pas réussi à faire beaucoup de tours sur sa qualification. Donc, ça va être à surveiller. Deux gars qui partent du mauvais pied le week-end, Carlos Sainz, Charles Leclerc. Pas Mhm. nécessairement de leur faute, mais ils devront composer avec ça. Donc, si vous les voyez en pôle, là, plus tard en soirée ou demain, rappelez-vous que ça a très, très mal débuté. Et c'était le même scénario pour George Russell à Singapour, puis finalement, il a quand même gagné la course. Donc, ça veut rien dire des fois. C'est vrai. C'est ça. Donc, pour ce qui est du classement, comme je dis, si tu veux ajouter quelque chose, François, c'est correct de ton bord, mais une EL1, c'est pas. Bah, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est un peu pêle-mêle. On a des gros joueurs à l'arrière, des petits joueurs à l'avant. On s'est souvent motivé, hein. On voyait Alonso là, Mhm. dans les grands, puis au final, dans la fin de semaine, c'est pas nécessairement représentatif. Donc, au moment où on enregistre, nous, ben, comme tu dis, la qualification sprint, la sprint shootout, est dans un petit peu moins de 2 heures. J'ai bien hâte de voir ça. Ces résultats-là de EL1 que j'ai malheureusement pas pu regarder à cause que j'avais pas F1 TV ou Apple. Oui. De toute façon, je ne m'en formalise guère. Là, je pense pas avoir manqué grand-chose. Donc, j'ai juste hâte on va dire au crunchy de cette fin de semaine-ci. Moi, surtout que les sprint shootouts, ça les lance dans le bain rapidement. Parce que comme on disait Ouais. tantôt, t'as pas le choix de composer avec les gommes médiums, faut que tu Mhm. survives. Tu peux pas te reprendre vraiment. Tu sais, je sais Non, pas c'est ça. Ben, si pourquoi. tu manques ton premier tour, tu as les mêmes gommes pour le deuxième qui C'est n'ont pas la ça. même performance. Donc, c'est quasi impossible d'améliorer. On l'a déjà vu, peut-être parce que la piste était plus gommée. Tu sais, c'est comme un peu Mhm. égal, là, mais c'était rare. Là. Je me rappelle pas c'était quel circuit. Je pense que je l'ai vu une fois cette année. Mais C'était quelque chose comme ça. en médium, tu sais, il y a toujours la possibilité, comme tu dis, même là, faut que tu travailles très, très fort. En tendre, moi, je trouve que quand je les vois sortir et faire un premier essai sur les tendres puis ressortir après, Ah c'est là, non, pratiquement là, c'est. impossible, là. Non, C'est ça. je vois pas Non. comment. Comment, c'est ça. C'est pour ça que des fois, c'est une tentative, mais ça donne place aux meilleurs pilotes. Ceux qui sont capables de saisir Ouais. le meilleur tour, pas faire d'erreur, capables de plus constant rapidement, saisir ce qu'ils ont sous la main. Et l'évolution de la piste, comme tu disais tantôt, c'est aussi l'écurie a beaucoup à jouer là-dedans, de dire à quel moment on les envoie en piste, parce qu'on a une possibilité et c'est là. Donc, il faut vraiment être capable de saisir tout de suite les conditions sont en notre faveur. On va être capable de soutirer le meilleur temps, de mettre la voiture dans la fenêtre de performance et être capable de sécuriser les positions. J'ai envie de faire une petite parenthèse vite, vite, parce que c'est une nouvelle qui est tombée cette semaine. J'en ai pas parlé dans Mhm. l'actualité, mais puisqu'on parle de qualification, pour moi, c'était du gros bon sens. Mais ça a quand même sorti comme une nouvelle de dernière semaine. Fait que j'ai dit, peut-être que c'est vrai que c'est pas clair. Mais l'année prochaine, là, il y a 11 écuries, hein. Il Mhm. va y avoir 22 voitures. Donc, je pense pas que tu vas être surpris de dire qu'on va Ah. on va en éliminer 6 à la première. Ben oui, hein, c'est C'est vrai. Il ça. faut tout changer ça, là. Ah, Oui. Seigneur. Ouais, exactement. Donc, mais ça reste, tu sais, on garde, ça va rester, en gros, là, on va vous faire ça simple. On garde encore les 15 meilleurs après la Q1, puis on garde encore les 10 meilleurs pour la Q3. Il y a juste plus de personnes qui vont être éliminées. Il y a donc, tu sais, quand on voyait des écuries qui n'étaient pas contentes d'accueillir quelqu'un d'autre, ben c'est ce que ça fait aussi. Ça fait que il va y avoir autant d'élus, mais il va y avoir plus Mhm. de nominés. Donc, c'est Mhm. sûr que ça va être plus relevé. Il va falloir faire attention. On va pouvoir se faire éliminer. On élimine plus de personnes en Q1, puis on élimine plus de personnes en Q2. Donc, mais ça, pour moi, c'était une formalité que ça allait être ça. Je pensais pas qu'on allait tout refaire ça, mais j'ai vu l'annonce, puis la F1 avait l'air quand même fière de nous annoncer ça. Puis je vais comme, OK, bon, on va le prendre, puis on va transmettre l'information. Mais c'est ça pour l'an prochain, au niveau des qualifications. Du côté d'Austin, la pole.
je regarde les derniers 5 ans. Et je ne vais pas me tromper parce que la dernière fois qu'on a fait un Grand Prix ensemble, j'ai dit n'importe quoi sur C'est le. vrai que tu dis souvent n'importe quoi, mais moi, je te reprends pas. Tu sais, je dis, ben, Oh, premièrement, ouais, exactement. j'essaye, moi, de pas dire n'importe quoi, mais je lis ce que tu m'envoies sur les feuilles, là. En fait, je lis ça aux auditeurs. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion, là. Je lis ce que Martin m'envoie. Tu Donc, lis mes j'ai comme textes. j'ai pas le choix de me plier à Ben, ce que tu dis. en gros, tu es un acteur que j'engage à chaque Ouais, semaine. Ton nom, c'est pas François Goulet. Tu fais non. partie de l'Union des artistes, puis Ouais, t'es juste là ouais, pour faire à croire que tout est ouais. beau, tout va bien, puis que t'es heureux. C'est ça, hein? Ma mère m'écoute maintenant, donc Ah oui, ok, faudrait je pas vais lui faire dire ça. attention. Je vais faire Ouais. attention. Fait partie des 15 000 là, que tu viens d'acquérir, là. Ouais, 15 000 sur Facebook maintenant. On Ouais, salue. félicitations d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment le fun qu'on a ça. Non, je disais, pour pas dire n'importe quoi plutôt, Ouais. je regardais, parce que la semaine dernière, j'ai eu l'impression, tu sais, je vais remettre ça sur le dos du Tylenol puis les décongestionnants. Ah J'ai oui, eu c'est vrai. l'impression que je me suis complètement planté après quand je disais les pôles à Singapour puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, cette semaine, je vais faire attention. J'ai pas d'excuses, là. J'ai encore un restant de rhume puis de grippe, mais j'ai pas d'excuses de médicaments ou quoi que ce soit là, mais les derniers gagnants, dans le fond, de Grand Prix, et c'est Charles Leclerc qui a gagné en 2024, Verstappen en 2023, 22 et 21, et en 2019, c'était Valtteri Bottas. Et je veux juste regarder les pôles si ça coïncide avec les victoires. Donc en 2019, Bottas était parti premier à remporter l'épreuve. En 2021, Verstappen est parti premier à remporter l'épreuve. En 2022, c'était Carlos Sainz, c'est pas lui qui a gagné. En 2023, c'était Charles Leclerc. Ça, on est quand même habitué que Charles parte premier et ne remporte pas la course. Ouais, ça arrive. 2023 fait partie de ceux-ci. Et 2024, c'est Lando Norris qui avait eu la pole, mais finalement, c'est Charles qui avait gagné. Donc, la pole Ben, il y n'est a un événement entre Verstappen et Norris l'année oui, passée. exactement. Mais ça a donné ce que ça a donné, mais quand même, c'est pas nécessairement, tu sais, comme tu disais, on peut arriver 5 de large au premier virage, mais on passera pas 5. Ah, Ça prouve que la pole, si t'as pas un bon départ dans la montée, tu peux être dans le trouble. C'est pas nécessairement fait que tu vas remporter la course, là. Puis on regarde les probabilités de voiture de sécurité. C'est du côté, c'est juste 30%. Autant mhm. virtuel que. C'est pas beaucoup 30%, là. Puis 91 dépassements l'année dernière à Austin. Un bon nombre quand Ça, même. c'est On a beau, là. déjà vu aussi, c'est qui? C'est pas Fernando Alonso qui a utilisé le circuit comme piste de décollage? Oui, oui, ben ça, c'était avec. Lance Stroll. Oui, Lance Stroll, avant de devenir coéquipier. Il était Ouais, dans sa exactement, ouais. Alpine. Ah ouais, une Ouais, relance. Ça, c'était une ouais. bonne course, ça. Ah ouais, Justement, c'était bien ça. ouais, ça, c'était une des bonnes courses qu'on a eues dans les dernières années. Puis c'est ça, il y avait Stroll qui avait carrément donné un coup de volant. Ah, Seigneur. Puis le Ouais. pire, c'est que de mémoire, il a perdu son rétroviseur puis il a fini la course. Oui, oui, il a levé. L'Alpine a tenu le coup. Ouais, Ouais. ouais, ça, contre toute attente, ben, ça a passé proche qui percute un mur de plein Oui. fouet, là, tu sais, à quelques pouces-pieds près, là, il a comme longé le mur. Je me demande si son aileron n'avait pas souffert un peu, mais oui, il avait fini la course, c'est ce Mais que je me pense à rappelle. ça. Allez voir ça sur YouTube, c'est sûr que vous allez trouver ça. Mais pense à ça, François. Avec l'aéro, qui est, bon, c'est 80% maintenant du plancher environ, t'as frappé comme ça, là. T'as décollé, t'as recogné à terre. Le coup, premièrement, que ça a dû lui donner Ah! ce gars-là, le lendemain matin, là, il a eu besoin d'aide pour se lever de son lit, là. Mais après ça, tu dis, c'est sûr que tu as perdu de l'aéro, comme ça se peut pas, là. Ton plancher est plus efficace sur un circuit comme Austin. Puis de mémoire, il a terminé la course. Il y avait juste un rétroviseur qui a comme lâché de sa voiture. En tout cas, ça, c'est impressionnant. Solide, la Alpine, solide. Oui, la solide. Puis le bon vieux Fernando aussi, qui avait peut-être 41, 42 à l'époque, qui a réussi à. Mais j'ai envie de te parler d'autre chose, parce que tantôt, tu as Oui, parlé des les systèmes de refroidissement pour les pilotes. oui, Je sais pas si tu as entendu maintenant. euh, oui, bien sûr, tout le monde est obligé d'avoir le système parce qu'on rajoute du poids sur la voiture, il y a une réserve d'eau, oui, ça passe dans la veste. Sauf qu'on n'oblige pas les pilotes à mettre la veste. Un gars c'est comme ça. Verstappen, lui, il l'aime pas parce qu'il dit, ben, il est particulier, Verstappen, c'est sûr que lui, c'est un gars d'opinion, mais il dit, moi, je veux pas cette veste-là, j'aime pas ça, je veux pas la mettre. Puis là, l'année prochaine, la FIA dit, bah là, l'année prochaine, vu que vous la mettez pas toute, on va vous obliger à la mettre. Toi, tu trouves ça comment? Qu'on Euh, oblige, qu'on hmm. oblige tout le monde à avoir les installations pour pas qu'il y ait. Parce que c'est sûr que si tu crées un désavantage à ceux qui ont le système versus personne ne va vouloir le mettre. Mais est-ce que tu trouves que c'est correct d'obliger le pilote à mettre ça? Tu sais, j'écoutais tantôt un reporter qui disait c'est comme si on commence à les obliger à boire de l'eau. Tu sais, si le gars, il y en a qui veulent pas Hmm. boire de l'eau pendant une course, mais c'est bon boire de l'eau, c'est prouvé, c'est scientifique. Là. Tu sais, parce que Mhm. c'est ça qu'on se défend un peu du côté de la FIA. Ben, on a les statistiques comme quoi c'est bon d'avoir le système de refroidissement. Boire de l'eau, c'est très très bon aussi, sauf qu'on les oblige pas. Là. Ben, non, moi, je suis pas d'accord qu'on oblige les pilotes à le porter
Puis la raison, je pense, c'est plus au nom du confort, parce que George C'est ça. Russell évoquait que, tu sais, on voit, pour ceux qui ont vu la veste là, ou le gilet en tant que tel, il y a comme les canaux d'eau. Au début, c'est frais, mais il n'y a pas de compresseur d'ailleurs qui garde cette eau-là fraîche. Donc, au fur et à mesure que la course avance, cette eau-là ne reste plus fraîche. Première des choses. Si on n'a pas la veste, on oblige à mettre du poids, des ballasts, quoi, appelez ça comme vous voulez, pour équivaloir, on va dire, au poids. Mais obliger un pilote à le porter, surtout à cause de l'inconfort. Fait que j'allais dire, excusez, que George Russell avait parlé que, tu sais, il y a les canaux, mais il y a un petit, tu sais, ça passe sur le côté de son corps et dans certains virages, mettons, en virant d'un côté à cause des forces G, ça vient lui peser dans les côtes. Donc, c'est Hmm. inconfortable, ce truc-là. Fait que je peux comprendre que Verstappen ne veut pas le porter. Pour lui, c'est-tu plus confortable de l'avoir brièvement ou c'est plus inconfortable de l'avoir tout le long du circuit. Donc, en tout cas, je pense on pèse dans la balance tout ça. Et si les pilotes ne veulent pas le porter, ben écoutez, pourquoi les obliger? Mettez le poids pour équivaloir en termes de performance, mais obligez pas un pilote à porter parce que c'est pas un enjeu de sécurité comme le Hans Device. Non, c'est ça. Ça, t'as pas le choix. Le halo de sécurité, t'as pas le choix. Puis ça, on est d'accord là-dessus. Mais si c'est quelque chose pour le confort du pilote en tant que tel, ben libre à chacun de choisir ce qu'il veut. Parce que c'est pas comme décider, si on te dit, ben, mets pas un anneau dans ton nez ou des boucles Ouais. d'oreilles ou des choses comme ça, parce que si tu es pris dans un incendie, comme Romain Grosjean, tu vas perdre, les anneaux vont te sortir des oreilles tellement ça va être chaud, le nez va t'ouvrir, puis après ça, le temps qu'on t'emmène à l'hôpital, qu'on t'enlève ces bijoux-là, ben, on va perdre du temps pour te sauver. Et, tu sais, là, je fais un parallèle avec l'histoire de Lewis qui se battait, il disait que c'était une injustice qu'on l'empêche de porter ses bijoux. Il y avait vraiment des raisons sécuritaires Mhm. reliées à ça. Les normes de sécurité qui avaient été un peu délaissées, puis là, l'histoire de Grosjean, ça a fait peur à tout le monde, puis on a tout réanalysé un peu, de dire, OK, ça peut arriver, ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait plus, qu'est-ce qu'on fait pas. Puis là, ils ont Mhm. vu sur la liste de dire, ben, on ne serait pas supposé de porter des bijoux, puis en tout cas, je veux pas tout réouvrir ce dossier-là, mais il y avait des enjeux de sécurité. Là, on n'est pas capable de prouver, de dire, ah, parce que tu as la veste, tu vas pas décéder dans ta voiture. C'est pas vrai. Tu vas peut-être te sentir mieux, mais il y a des pilotes qui sont capables de faire d'avoir gain de cause, de dire, ben moi, ça me fait plus de mal que de tort, que Ouais. de bien d'avoir ça. Donc, tu sais, je faisais le parallèle avec boire de l'eau parce que je trouve que c'est bon. C'est un peu niaiseux, mais c'est vrai. Il y a pas une pause, tout le monde boit de l'eau, puis la FIA vous oblige à boire de l'eau, puis as-tu pris une gorgée? Il n'y a pas de ça, là. Il y a des pilotes qui consomment pas d'eau pendant 2 heures à 30, 40 degrés dans une voiture. C'est pas recommandé par la santé du. Je pense pas que le Santé Canada, ici ou n'importe où dans le monde, dit c'est bon d'aller s'exposer à 60 degrés puis pas boire d'eau pendant 2 heures. Personne ne va vous dire ça, là. Sauf qu'on le fait pareil. Mhm. C'est pour ça. En tout cas, que les dispositifs sont là pour aider ceux qui ont des problèmes, ça, je suis d'accord. On oblige. Tu sais, puis le système de poids, je ne vais pas me répéter, mais le système de poids, tout ça, ça, je comprends ça. Faut que ça reste égal, sinon Ouais. les pilotes le feront pas. Mais après ça, de dire, faut que tu mettes ta veste, faut que ta branche, faut qu'elle soit active, faut que tu te refroidisses, bon, là, c'est un peu comme commencer à obliger les gens à mettre l'horaire climatisé quand on est dans des canicules, là, tu sais, c'est à un moment Mhm. donné, je sais où qu'on veut aller. Euh, 200 quelques mètres hein, avant le point de tournant. Pas Mhm. beaucoup. Quand on regarde ça là, du côté de la pôle, là, c'est pas tant que ça. Pas tant que ça avant le premier virage, mais ça laisse quand même des pilotes décider d'y aller trois de large. Donc, ça va être intéressant à suivre au départ. Prédiction label A, c'est pas évident d'en faire une. Donc, j'ai envie. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec label A? Parce que c'est pas évident de dire qui va avoir une Un bonne top 10 qualification. là, Ouais, en ou sprint, se shootout. mettre dans le top 10 là. Parce que là, on se prononce pour la sprint shootout, on se prononce pas pour la Non, qualif c'est normale. ça. Euh, On est moi, embêté, hein, aujourd'hui. Je vais dire, hey, regarde, Bearman. en top 10. Ouais, Bearman Ouais. en top 10. Puis en plus, on Puis, a des grosses améliorations du côté d'Az. Fait que je verrais mhm, pas pourquoi on Berman est pourrait chez pas. nous. Oui, ouais, c'est une bonne affaire, ça. Bonne idée. Ouais, Oliver Berman est la prédiction label A. Ouais. Pour ma part, je vais y aller avant toi. La pole en sprint shootout, je dis Max Verstappen. Ah, ouais, ben tu me voles mon choix. Ah, ben vas-y, on peut Ouais, prendre ben le même. allons-y les deux avec Max Hein? Verstappen. Il a le vent dans les voiles, on dirait ces temps-ci. La RB 21 performe bien. Je pense il aime ce circuit-là aussi. Donc, oui, allons-y avec Max Verstappen. J'ai bien hâte, c'est dans pas long, là. Ça s'en vient, là. Ben, c'est justement, on va se laisser parce qu'on va se prendre le temps, justement, si tu vas aller prendre une bouchée, aller regarder ça, Tout à on va fait. avoir beaucoup de plaisir.
Écoutez, ça, on va pouvoir en reparler justement dans les prochaines semaines, notamment notre épisode lundi avec Kevin. On va faire le retour sur le week-end de course. Il y aura, ça sera inclus justement la qualification sprint, la course sprint, toutes ces choses-là. Donc, ça va faire un gros épisode lundi. On va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Pour le reste du week-end, comme on l'a dit, prédiction, les deux, on y va du côté de Verstappen. Il reste encore beaucoup de choses à voir. On va avoir des réponses au cours des prochaines minutes. 440 000 fans au, euh, au cours du week-end vont se rendre du côté d'Austin. Et j'ai l'impression qu'à la télévision, ça va frapper fort aussi, à heure de grande écoute ici en Amérique. Donc, bien hâte de voir toutes ces statistiques-là concernant le Grand Prix des États-Unis 2025. Mais une chose est sûre, c'est qu'encore une fois, François Goulet, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui et d'avoir la chance de discuter avec toi. Je te souhaite une excellente réunion d'amis Mhm. pour profiter de ce week-end-là. C'est ce qu'on aime. On n'a pas souvent la chance en Formule 1. C'est pas comme les matchs de football, les matchs de hockey, de faire ce genre de regroupement-là. Donc, je salue l'initiative que tu as eue, puis j'espère que tu vas être capable d'en profiter et avoir énormément de plaisir avec ton ami. Ben, merci beaucoup. Mon ami, mon père, et Ben oui, puis, ton père. tiens, je vais en profiter parce que ma mère fait de la pub pour nous, là, et on a OK? peut-être une nouvelle auditrice du nom de Béatrice, je crois, qui va Ah, ben on salue nous écouter pour la Béatrice. première fois. Fait que Ah. on partage et puis on partage la joie de la F1. Puis passer une belle fin de semaine, beau Grand Prix du Texas. Martin, c'est toujours un plaisir. Merci aux gens de nous écouter. Merci aux 15 000 followers, on va dire, je ne veux pas dire suiveurs, mais gens qui suivent Ah, la suivez, ouais, page. c'est pas bon. Ouais, les 15 000 suiveurs du F1 Podcast. Donc, qui suivent la page, sérieusement, je te félicite pour ça. C'est vraiment le fun. Merci aux commanditaires pour nous appuyer. Puis c'est rare qu'on a le temps aussi de prendre le temps de les remercier en fin d'émission comme ça, mais on va avoir un beau Grand Prix en fin de semaine, puis je pense que on a touché des bons sujets, donc bien hâte de vous écouter, moi, lundi, là, toi puis Kevin. Ben oui, c'est sûr. Puis tu fais bien de le mentionner, les commanditaires, on en parle au début de l'épisode. Puis on est toujours pressé dans le temps parce que oui, on n'a pas de limite de temps, mais on veut quand même faire des podcasts raisonnables. On se prend pas pour d'autres. On sait que les gens, le temps des gens est très important Mhm. aussi. Fait que des podcasts de 2 heures, des fois, ça me fatigue un petit peu quand on frôle ça. Mais oui, c'est le fun de saluer des auditeurs, auditrices. Puis merci à Béatrice, à ta mère Je qui prend le. pense que c'est son nom, Béatrice. Si je me trompe, je m'en veux, mais il me semble que ma mère m'a parlé d'une Béatrice. Ah, qu'est-ce que je pensais que c'était ta mère, Non, ma Béatrice. mère, Tu c'est vois, je ne sais Marie-France. plus le nom de sa mère. Non, elle transbahute la nouvelle à Béatrice. Très bon. Donc, C'est je très bon. pense que c'est ça. OK, Donc, elle donne la ouais, commercialisation du ouais, podcast à sous-traitance. c'est Donc, exactement. OK, Donc, mais c'est bien fait, c'est bien fait. De bouche super. à oreille, c'est la meilleure Ouais. méthode. On se Bon, reparle dans une semaine, nous autres, pour le prochain Grand Prix. sans faute, ça va me faire plaisir. C'est un autre bel endroit en plus que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Toi aussi, je sais. Donc, ça va être le fun. Donc, je te souhaite une excellente semaine, un excellent week-end de course, François. Merci encore. Vraiment. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 17 octobre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course qui se déroule du côté de Austin au Texas. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram et bien sûr vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.